Bonjour Kamer, c'est comment? J'espère que vous me reconnaissez. Donc j'ai décidé de prendre un accoutrement beaucoup plus discret cette fois-ci pour venir vous présenter ma 5e vidéo. Cette vidéo donc c'est une vidéo de force là qui est destinée au Mbom Kamer pour leur expliquer en fait comment construire son foyer. Donc la vidéo précédente, je parlais, j'expliquais au Ngakamer comment choisir son futur époux et le conserver. Dans cette vidéo, le titre c'est pour le Mbom Kamer, comment construire son foyer. La problématique n'est pas de comment choisir sa go. La problématique c'est comment construire son foyer futur, parce que c'est lui qui sera le boss et c'est lui qui a cette responsabilité. Et cette responsabilité-là, elle est biblique. Bon, dans cette présentation, c'est quoi les principales parties? Donc, je veux d'abord présenter les fondements de ma présentation, c'est-à-dire je vais donner les éléments de base qui expliquent ou qui essayent de justifier les choix de ma présentation. Ensuite, je vais présenter globalement quelle est la partie inception, comment le Mbom Kamer doit amorcer la réflexion en présentant globalement le parcours. Et ce parcours va de 18 à 35 ans. Ça commence à 18 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'âge de l'éveil pour le garçon Kamer. Je vous ai toujours dit que quand je faisais mes présentations, je me focalisais sur le gars Kamer. Je n'essaye pas de faire une présentation en disant que c'est une présentation qui est ouverte à tout le monde, à tous les garçons du monde entier. Pourquoi? Parce que je me dis que les choix qu'on fait sont aussi influencés par notre histoire, par notre environnement, par notre communauté. On ne vit pas seul dans le monde, on est quelque part lié à notre histoire, lié à notre communauté, lié à notre famille. Ceux qui veulent ignorer tout ce qui les entoure vont directement dans la perdition. En troisième position, donc, ce sera expliquer au Mbom Kamer comment préparer son foyer pour accueillir une épouse, pour accueillir les enfants. Il faut une préparation à ça. Ensuite, comment choisir son épouse. Et en dernier lieu, comment gérer son foyer en tant que boss du foyer. Ça, c'est très important, surtout pour les mbenguistes, parce que c'est devenu vraiment une problématique. Et je vous parle en tant qu'une personne qui a déjà fait quand même sa carrière dedans et qui a rencontré pas mal vécu pas mal d'expériences qui serait intéressant de partager aux jeunes péricats qui arrivent. Il ne faut pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, les fondements de la présentation d'aujourd'hui, oui, c'est quoi? 1. Croire en Dieu et en Jésus-Christ. Ça, c'est mes fondements. Si quelqu'un est musulman, si quelqu'un est athée, il peut continuer à suivre. Mais je pense que, je ne dis pas que ça ne va pas lui être utile, ma présentation, mais je base quand même sur le fait que les gens croient en Dieu. Ça fait partie des armes dont on a besoin pour parcourir la vie sur cette terre. Et en plus, croire en Jésus-Christ comme notre guide, c'est un plus aussi. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne va pas main en route.
mais c'est un avantage. Je vais aussi parler de la place des églises. Je vous ai déjà annoncé ici que moi, j'étais anti-église. Que ce soit église musulmane, église chrétienne, église réveillée. Je suis croyant, mais je barrade les églises. Bon, c'est pas parce que je barrade les églises que je dis que je suis en train de dire qu'il n'y a rien de bon dans les églises. C'est que moi, personnellement, je me méfie de la façon dont les églises fonctionnent et il est très difficile toujours de trouver la bonne église qui convient à votre famille. Donc, pour moi, les églises, si vous trouvez une église dans laquelle vous pouvez aller avec votre famille, je dis que ce n'est pas une mauvaise idée, mais restez loin de toutes les à côté. Allez le dimanche avec votre famille et votre enfant. C'est une sortie pour aller communier en présence des autres et glorifier le Seigneur, pour lui remercier, écouter la parole. Si quelque chose vous interpelle sur la parole du pasteur, tant mieux. Sinon, vous rentrez chez vous et, à mon avis, ça doit s'arrêter là. Quand vous entrez plus loin là-dedans, là, vous tombez dans le tchouki de ces pasteurs-là qui attendent effectivement les âmes faibles pour mieux les croquer. Bon, j'ai aussi constaté que sur le terre, là, il y a beaucoup de gens qui présentent la Bible comme une mauvaise chose. Donc, ça fait apparaître la Bible, est-ce que vraiment la Bible c'est la parole de Dieu, ou bien c'est une tromperie du blanc, ou c'est bien l'arme des pasteurs? Moi, je vais vous dire une chose, ça c'est mon choix. Moi aussi, je ne croyais pas à la Bible. J'étais un peu comme beaucoup de péricas là sur le Parlement du Terre, qui disent que oui, c'est le blanc qui a fabriqué ces trucs pour nous tromper. Mais j'ai regardé de plus près la Bible, j'ai quand même eu le courage de m'approcher et de regarder qu'est-ce qui était écrit dans la Bible et comment ça avait écrit. J'ai fait mes recherches. Et je vous donne l'information que j'ai trouvée. Celui qui veut, il le prend. Celui qui veut rester idiot, qui reste idiot. En plus, dans notre communauté, là, c'est les plus idiots qui veulent passer pour les plus intelligents. Donc, moi, je fais que partager mon avis. En fait, la Bible a été écrite plusieurs siècles après la mort de Jésus-Christ par des gens qui n'ont pas obligatoirement vécu ensemble, mais qui ont écrit de la même façon, la même histoire, sans qu'on puisse y trouver des contradictions. C'est pour vous dire que les gens, même les scientifiques, même les historiens, après plusieurs temps de recherche pour contrecarrer la Bible, n'ont pas pu le faire. La Bible est reconnue comme étant la parole de Dieu. Maintenant, c'est à chacun d'être capable d'utiliser cette parole-là à son profit. Parce que la Bible recèle de beaucoup de secrets pour réussir sa vie sur cette terre. C'est le guide pour comprendre qu'est-ce que Dieu a mis sur cette terre pour nous. Elle commence d'abord par l'Ancien Testament pour montrer comment on est arrivé sur terre, tout le processus, comment on a déçu le Seigneur, comment notre vie a été misérable, comment le Seigneur a été aussi dur vis-à-vis des hommes. Il a permis que, effectivement, tout ce que vous pouvez voir comme difficulté puisse être confronté, qu'on puisse être confronté dans notre vie à ces difficultés-là. Et dans ceux qui ont eu l'occasion de lire la Bible et regarder l'Ancien Testament, peuvent voir que c'est vraiment une vie difficile pour l'homme. Quand on parle de peuple de Dieu, là, considérez que vous êtes vous-même, communauté camère, le peuple de Dieu. N'allez pas prendre le cas des Juifs et dire que c'est seulement les Juifs qui ont été peuple de Dieu. C'était le peuple exemple. Pour montrer que
un peuple dans une multitude a été choisi pour montrer comment Dieu veut fonctionner avec nous. Et ce peuple-là, quand vous regardez l'Ancien Testament, produit exactement la même configuration que nous, esclaves d'aujourd'hui, esclaves de ce monde. Moi, je parle de la communauté camère, hein. Moi, je ne parle pas toujours en dehors là. Nous sommes des esclaves dans ce monde-là. C'est vrai qu'avec le temps, la forme d'esclavage a changé, mais on reste esclaves. D'ailleurs, même ceux qui contredisent la Bible, là, ils sont d'accord avec ça. C'est même pour ça qu'ils sont en rébellion. Donc, je les appelle à considérer l'histoire du peuple de Dieu, le peuple choisi, et la façon dont ils ont parcouru, jusqu'à l'échec même. Parce que finalement, ils n'ont jamais réussi à arriver à leur destination. C'est notre propre histoire qui est racontée à travers cet Ancien Testament. Ensuite, il y a le Fils de Dieu qui est venu pour nous apporter la délivrance. Et comme j'ai dit, certaines personnes ont la capacité de transcender la lecture directe et comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, moi, après aussi plusieurs années, ça fait pas plus de 5 ans, ou je sais pas, plus de 2006, 2007, par là, que j'ai eu la conviction que Jésus était le Sauveur. Je n'avais jamais compris pourquoi c'était lui le Sauveur. Finalement, il y a quelqu'un qui a réussi, même pas un pasteur, hein, un chrétien, simple chrétien, ami, qui m'a un jour démontré, expliqué, rien qu'en me présentant la Genèse et me présentant quelle était la faute et pourquoi c'est Jésus qui était capable de nous sauver. Parce que c'était le seul qui était capable de le faire et qui a eu cette volonté. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ comme le guide, c'est les gens qui sont bénis. Tout le monde n'est pas appelé parce que, comme vous voyez, nous tous là dehors, on n'a pas, les 5 doigts ne sont pas égaux. Donc, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre. Sauf s'ils prient vraiment le Seigneur et que le Seigneur vienne leur accorder cette grâce. C'est une grâce de pouvoir suivre Jésus-Christ. C'est une vraie grâce. Donc, je remercie le Seigneur pour ça et pour tous ceux qui ont reçu cette grâce. Je prie le Seigneur que dans notre communauté, il puisse accorder cette grâce à beaucoup d'entre nous. Et le fait de suivre Jésus-Christ aujourd'hui, c'est quelque chose de gratuit. Ça veut dire que vous n'avez rien à payer pour ça. Donc, si les pasteurs viennent vous raconter n'importe quoi là, c'est vous les kengués là qui fuyez ou qui allez vous livrer à eux qui sont les plus stupides. Donc, j'accuse ceux qui contestent la Bible comme des kengués parce que je pense que ceux-là n'ont même pas fait l'effort d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Ils n'ont pas eu ce courage-là. Et j'accuse ceux qui vont se foutre dans les bras des pasteurs-là comme d'autres doubles kengués parce que c'est des faibles de caractère. Mais moi, mes accusations, c'est parce que je parle la langue du terre. En réalité, c'est les gens qui sont victimes du diable. C'est pour ça que moi, si vous avez remarqué même mes commentaires dans le site, j'essaie jamais de prendre les problèmes de manière aussi simple parce que, à travers la façon dont on raconte l'histoire, parce que je suis, depuis que je connais le Seigneur, comme au courant de beaucoup plus de choses. Il y a des choses que je connaissais dont je n'étais pas vraiment conscient. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une connaissance morte en nous et la révélation. C'est ça qui te permet d'être conscient de ce qui se passe vraiment autour de toi. Tu peux avoir beaucoup de connaissances et zéro révélation. La révélation, c'est quelque chose d'important. C'est une connaissance que tu as qui est endormie en toi et à un moment donné, à travers une expérience de vie, une rencontre, un événement qui se passe, quelque chose se révèle et la vérité t'apparaît différente. Et toi-même, tu wonders. Pourtant, j'avais l'information, mais je n'avais pas la révélation. Oui, c'est ça qui fait la différence entre les hommes là-dehors. Ceux qui ont la révélation et ceux qui n'en ont pas.
Tu as beau être intelligent là-dehors, connaître le school, quand tu n'as pas la révélation, tu passes à côté des vraies choses. Et c'est ce qui fait la différence entre les gagnants là-dehors et les perdants. Donc, ceux qui contestent la Bible, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils me proposent d'autre. Parce que pour moi, c'est important que je puisse baser mes décisions, mes choix de vie sur quelque chose de concret. La Bible m'apporte tout cela, tout ce qui est moralité. Et puis la Bible n'a jamais contredit l'éducation que mes parents m'ont donnée. Vous allez me dire qu'eux, ici, ils ont une éducation chrétienne qui est venue sur nos éducations ancestrales. Mais c'est quelle éducation ancestrale dont mon père ou ma grand-mère ne m'ont jamais parlé? Moi, je vous ai dit que j'ai été éduqué par ma grand-mère aussi, chez qui on m'envoyait chaque année en vacances forcées. Je n'aimais pas trop ça, mais à travers ça, quand même, on dit, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Elle m'a raconté des histoires sur le maquis, même la traite des esclaves. Je vous assure que dans les années, ma grand-mère, elle était dans les années, née dans les années 25, ou, oui, dans les années 20, on faisait encore l'esclavage au Cameroun. Parce que ce qu'elle me raconte, c'est comment il y avait des troupes qui venaient attraper les gens. Et ces gens-là disparaissaient. Donc, ne croyez pas que l'esclavage, il y avait encore la traite de l'esclavage jusqu'aux années 20. Hein. Donc, quand il y avait des guetteurs dans nos villages, dans les collines de l'Ouest, là, et dans les époques aussi des maquisards, souvent on attrapait pour soit le maquis, soit pour autre chose, mais elle me dit qu'il y avait des guetteurs qui sifflaient pour prévenir qu'il y a des gens particuliers, soit c'était des Njunju, soit c'était des, je ne sais pas quel genre d'hommes dont on avait trop peur, qui venaient dans le village, les gens se terraient, se cachaient, on sortait des cases, tu te cachais dans la case, on t'attrapait, on montait dans les greniers, et ces personnes, il fallait se cacher, et quand on t'attrapait, on te bâillonnait et on t'amenait, et c'est ainsi même que certaines familles étaient dispatchées, parce que ma grand-mère me raconte que elles ont 20 ans plus tard retrouvé une de leurs cousines qui avait disparu et qu'on a retrouvé 4 villages plus loin. Et quand on lui demande son histoire, elle dit que oui, on l'avait attrapée pour aller la vendre dans une c'était des troupes qui passaient, ils ramassaient les gens et ils remontaient vers le nord de l'Afrique pour aller les vendre dans les marchés d'esclaves. Et comme par hasard, elle est arrivée, il y a un chef de village qui l'a remarqué et qui a dit qu'elle l'intéresse et qu'il a demandé à ces gens-là de lui laisser la fille, elle va l'épouser. C'est comme ça qu'elle est devenue une des reines de cette chefferie-là. Donc, pour vous dire que, les gars, avant de parler de vos traditions, tout et consorts là, renseignez-vous de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc moi j'aime ce qui est concret et puis pour moi c'était une façon de vous partager. Je vous avais promis que j'allais essayer de voir plus tard comment vous parler vraiment de notre histoire. Même nos gars qui gèrent le pays là, ils pourraient avec tous les dos qu'ils ont là essayer de faire les enquêtes pour nous sortir la vérité de nos histoires. Mais personne, ils s'en foutent. Quand vous voyez bien, les gens qui veulent garder le pouvoir, c'est les gens qui ont peut-être bénéficié depuis longtemps. Nos chefs même ont participé aux traites des esclaves parce qu'on venait les tromper. Mais aujourd'hui, là, vous avez la possibilité, parce que vous avez fait des études, de comprendre certaines choses. D'ailleurs, je suis très content parce que vous réagissez comme des gens qui sont de plus en plus avertis de ce qui se passe là dehors. Mais vous manquez de démarche parce que je peux vous assurer que ce n'est pas le blanc qui fait les règles sociales là dehors. Parce que quand vous regardez l'histoire et que vous reculez en arrière, ça tourne. Il y avait l'Égypte et son apogée. Ensuite, il y avait dans les pays, dans le côté des Turcs, tout ça là, qui ont conquis l'Europe, ainsi de suite. Après ça a tourné, c'était l'Europe. Ensuite, c'est passé aux Amériques, qui actuellement tournent. Peut-être prochainement, c'est les Asiatiques, les Chinois. Parce que
Ils appliquent les règles que, quand tu regardes, sont dans la Bible. Il y a quelqu'un qui est venu dire, oui, les Chinois, ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils font le truc là. Vous en savez quoi? Vous restez dans vos coins, vous faites des déclarations. Les Chinois appliquent tout là dehors, tout, ils copient tout, même la religion. D'ailleurs même, vous vous rendrez compte bientôt que chez les Asiatiques, là, il y a plus de chrétiens que vous ne le croyez. Oui, restez en retard là et puis restez, vous regardez par vos fenêtres là et puis vous tirez vos conclusions. En tout cas, culture ancestrale, où es-tu? J'aimerais bien appliquer certaines des cultures ancestrales là pour essayer d'améliorer ma vie. Je veux faire comment? Je vais attendre que quelqu'un d'entre vous qui proposait retourner à notre culture ancestrale là vienne me pondre la solution. Il faut comprendre exactement qu'est-ce qu'on est en train de chercher là dehors. En plus, celui qui me parle de culture ancestrale, il fait quoi ici à Mbeng? Je lui pose la question, il fait quoi ici à Mbeng? Parce que quand on parle de culture ancestrale là, va au village faire la culture ancestrale. C'est pas ici que ta culture ancestrale va se mettre en œuvre. Ok? Et parlant de culture ancestrale là, si vous regardez très bien, c'était toujours dans chaque concession, dans chaque famille, et c'était toujours top secret. C'est des initiations qu'on dit, c'est celui qui va peut-être succéder, qui va avoir le droit d'aller dans des clans, représenter la famille, et ainsi de suite. C'est des cercles de pouvoir, tout simplement. Et comme chez nous, on n'avait pas la langue écrite, on avait seulement la langue parlée, et que après la colonisation, la vie citadine est venue bloquer tout cela, finalement, ça ne s'est pas répercuté à notre génération. Alors, on va faire quoi? On va rester là à dire qu'on attend que ça revienne? Niet, on a perdu ça. Maintenant, quand je regarde la Bible, je dis, ah, heureusement, il y a encore le moyen, parce que ce qui est dans la Bible me concerne. Ce qui est dans la Bible concerne le peuple élu que nous sommes, que nous représentons aujourd'hui, et qui sont dans la souffrance. Et nous avons une marche à faire pour retrouver notre liberté. Donc, les gars, ayez confiance. Moi qui vous parle là, mon parcours n'est pas un parcours compliqué. Hein. Moi, je suis un gars chrétien. Je ne dirais pas que je suis trop grand pratiquant. Ce serait mentir. J'essaie de prier quand vraiment je suis au bord du gouffre. Je suis quelqu'un d'honnête. J'essaie de l'être. Je suis marié, 3 enfants, 24, 20 ans et 8 ans. Des enfants dont je suis fier. C'est pas facile de les élever, mais j'ai déjà l'expérience de ce qui permet de les amener jusqu'au niveau où ils sont. Parce que c'est aujourd'hui, pour les aînés, les enfants qui sont devenus autonomes, je ne peux même plus rien leur dire parce qu'ils estiment qu'ils ont... Pourtant, j'ai encore beaucoup à leur apprendre. Nul n'est prophète chez soi. Comprenez-moi bien. Donc, moi, personnellement, j'ai payé même pour suivre des formations bibliques. Ensuite, j'ai tourné au dos à ces gens-là qui m'avaient formé. Parce que c'était dans des églises et j'ai vu la façon dont ils se comportaient. J'ai pas senti. Moi, j'ai eu la chance que, je pense, le Seigneur a mis en moi ce qu'on appelle un convertisseur. C'est Papa Canada, il parle souvent des mots, il ne sait pas d'où il prend ça. Oui, j'ai chez moi un convertisseur. Quand tu me parles là, ça convertit en plusieurs langues là. Donc, tu peux pas me raconter n'importe quoi. Donc, je me suis aperçu que même l'église qui m'avait formé, c'est les gars qui étaient trop basés sur les dos. Tout pour eux, c'était comment ramasser les dos. Tu vois, le pasteur, son problème, c'est de saper un costard, donc 2 costards par jour. Le costard pour la messe, le costard pour son bureau, le costard est à des prix toujours payé par quoi? Par la quête des églises. Donc, quand je vois des choses comme ça, je dis que c'est un peu exagéré. Parce que dans la parole de Dieu, la suffisance, l'humilité, tout ça là, c'est des choses de Dieu. Aujourd'hui, ils prônent plutôt ce qu'on appelle, ils appellent
la réussite, gagner beaucoup d'argent, briller devant les gens. Mais ils font ça pourquoi? À cause de la nature humaine, à cause de ce que le Satan a mis dans notre âme, la quête du bien matériel. Donc, là dehors, pour épater les autres, pour être écouté, pour être respecté, il faut écraser les autres. Il faut paraître brillant. Il faut porter les costards à 5 000 €. Sinon, on ne te respecte pas. C'est pour ça que les pasteurs sont corrompus là dehors. Souvent, la plupart des pasteurs, là, quand ils sont à leur début, là, c'est des vrais pasteurs. Mais vite, le diable les embauche. Donc, soyez conscients de ça. Ça ne veut pas dire que le Christ n'existe pas. Donc, les gars qui viennent sortir le museau, là, c'est eux-mêmes des faibles. Donc, les gars, ça, c'est ma part. Soyez, tenez bon. Ce n'est pas le pasteur qui va vous guider, c'est le Christ qui vous guide. Ne faites jamais la confusion. Le pasteur n'est pas un guide. Le pasteur peut, à l'ère d'aujourd'hui, là, peut-être demain ça va changer, à l'ère d'aujourd'hui, là, ne confiez pas votre vie à un homme, à un autre homme. Ne confiez pas votre vie à un autre homme. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est le conseil du doyen, là. Vous pouvez confier votre vie à Jésus-Christ. N'ayez pas peur. De toute façon, c'est entre lui et vous. Venez raconter ce que vous voulez au terre, que vous n'aimez pas le Christ, ce n'est pas important. Mais quand vous êtes seul en retraite là, confiez votre vie à Jésus-Christ, n'ayez pas honte. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui ont tellement jasé là-dehors qu'ils ont honte de confier leur vie à Christ. Donc Jésus-Christ n'a jamais créé une église de sa vie. Jamais. Il a toujours dit, lorsque vous serez rassemblés à 2 ou à 3 en mon nom, là, vous avez une église. Ça veut dire d'office que quand vous aurez votre maison en tant qu'homme à qui je suis en train de parler aujourd'hui, quand vous allez créer votre famille, votre foyer, vous aurez déjà une église dans votre maison dont vous êtes vous-même le pasteur. Parce que vous êtes le boss de votre maison. N'allez pas chercher loin. Et vous êtes le responsable de cette église-là. Donc, quand on parle d'église-là, ce n'est pas ce que les gars vont mettre là dehors. Bon. Ok. Je veux vous dire aussi que certaines personnes ont le don de comprendre la parole plus que d'autres. Donc, c'est normal que de temps en temps, vous puissiez en discuter avec d'autres. S'il y a des passages de la Bible que vous ne comprenez pas, posez la question. À ce moment-là, un pasteur peut être utile. À ce moment-là, même en allant à l'église, ce que prêche le pasteur peut vous éclairer et vous apporter des réponses à votre vie propre. Mais je vous dirais que pour l'éducation de votre enfant, lui apprendre très jeune que c'est bon d'aimer son voisin, d'avoir des choses, peut apporter beaucoup de bénédictions à votre enfant. Pourquoi? Parce que ça va l'éduquer à identifier ce qui est bon et mauvais. Amener un enfant à l'église, là, ça commence à lui apprendre la différence entre le bien et le mal et de l'aligner sur le bien. Au lieu de faire de ça un enfant qui est ouvert à la drogue ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que c'est parce que vous amenez à l'église qu'il ne va pas aller à la drogue. Donc, je suis en train de faire l'introduction pour vous dire, vous avez la responsabilité de l'éducation de l'enfant. Et j'ai terminé en disant que le peuple de Dieu, c'est qui? Ce n'est pas le peuple juif seulement que vous avez vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est nous là. C'est nous qui sommes dans la souffrance. Et c'est nous que Dieu veut délivrer de cette souffrance-là. Celui qui comprend, comprend. Bon, donc, ayant présenté les fondements, je vais passer donc au premier chapitre, comment construire son foyer. Ça s'adresse au bon mais Lenga, vous pouvez vous asseoir à côté et écouter aussi, parce que c'est bien de savoir quel est le parcours de votre futur master. Donc, moi, je cadre cela entre 18 et 35 ans. À 35 ans, un bon qui n'a pas déjà mis son foyer à terre et que son foyer est en train de wakala, ça c'est un gars qui est perdu. Moi d'ailleurs, un gars, à plus de 35 ans, un gars qui n'a pas fait ses preuves,
moi je doute que vraiment c'est un gars sérieux. Donc, pour ceux qui ont 35 ans et plus, bon, on peut toujours, il y a toujours des exceptions, hein. On peut toujours considérer que, bon, le gars, il a connu des difficultés, ainsi de suite. Donc, voilà le plan. À 18 ans, normalement, pour un garçon, c'est l'âge des ambitions. Hein? On dit 18 par là. Là, c'est là où chaque gars, un bon camère, doit commencer à dire c'est quoi mon avenir de demain. Si ça ne déclenche pas à partir de 18 ans là, c'est inquiétant un peu. Donc, le gars a des ambitions, il se met à tourner, qu'est-ce que je vais faire demain comme métier? Et c'est vrai que les premiers exemples qui lui apparaissent sont des exemples un peu de copie. Là. Il voit le gars, c'est basé sur tout ce qui est épating. Il voit un gars qui gare à Merco, il dit oui, je veux être ce métier, il ne sait pas ce que le gars fait comme métier. Est-ce qu'il veut des enfants? À ce moment, il ne sait même pas. Est-ce qu'il veut construire une famille? Non, mais ce sont ses références. Moi, je crains un peu que les mauvais exemples soient, quand le gars a 18 ans, les mauvais exemples soient vraiment confrontés. Les gars sont confrontés aux mauvais exemples. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai vu nos enfants à 18 ans, surtout dans la région parisienne, là. Moi, je dis pour ceux qui sont déjà parents, là, faites attention. Entre 16 et 18 ans, là, vos bombes, là, évitez, occupez-les pour qu'ils ne rencontrent pas les gars qui passent là, garés des petites voitures de sport, là, et qui sont en fait des dealers de drogue. Ça, c'est les bombes qui viennent détourner carrément vos enfants. Et les parents qui envoient leurs enfants en bain à 18 ans, là, vraiment, faites attention. Quand ils arrivent en bain, continuez à les entretenir, leur dire que vous êtes derrière, parce que c'est l'âge le plus dangereux. Mais c'est l'âge aussi où, c'est dangereux parce que c'est l'âge où le gars croit que vraiment, il domine tout, quoi. Ses muscles commencent à se former, il commence à bomber le torse. Quand on lui parle à la maison, il s'énerve. Il commence à connaître la colère parce qu'il a donné un coup, il a senti que l'adversaire avait eu mal. Il se dit qu'il peut connaître tout le monde autour de lui. En plus, il est tombé sur les films de bagarre, les films de ceci. Il s'identifie très facilement aux choses qui ne sont pas vraiment les choses utiles. Il a encore l'esprit vraiment très très fragile à ce moment-là. Les parents doivent faire très attention. Les parents doivent s'occuper vraiment encore d'eux. Mais quand le môme est ici à Ambeng, parce qu'on l'a envoyé pour le school, 18 ans jusqu'à 20 ans là, hein, on va faire comment? Donc, à ceux-là qui arrivent ici à 20-21 ans là, les gars, concentrez-vous sur vos études. L'histoire des jachères là, c'est pas pour vous. Parce que d'ailleurs, même le lait que vous avez là, c'est du lait qui est même pas encore... c'est de l'eau, c'est même pas du lait, ça. Vous avez encore l'eau dans les reins. C'est pas encore transformé en lait, là. Donc, gardez votre lait, là. Laissez-le... Donc, 18 jusqu'à 21 ans, là, calmez-vous, les gars. Vous allez en bain, c'est pour vos études. Concentrez-vous vos études. Vous allez rencontrer des gars plus âgés qui vont vous proposer des sorties à gauche, à droite. De temps en temps, quand vous avez fini vos examens, oui, vous pouvez vous lâcher. Mais je vous conseille, concentrez-vous dans vos études. Ça, c'est le conseil du don répé que vous avez en face de vous, là. Et là-dessus, je ne blague pas. Mais, vos études, là, à partir de 23 ans, là, les qualifications, vous voulez faire quoi demain? Vous savez que vous avez la responsabilité de fonder un foyer. Donc, commencez, vous avez choisi. Je sais que les gars n'ont pas toujours le choix. Ça dépend comment vous arrivez en bain. Mais votre succès dépend de comment vous allez réussir vos ambitions. C'est vrai que pour beaucoup, les choix des secteurs de formation seront souvent des choix imposés parce que vous n'avez pas eu la possibilité de vous inscrire là où vous vouliez. Il n'y avait pas assez de place, les conditions étaient restreintes. Mais
le peu que vous pouvez attraper, dites-vous que une qualification est une qualification. Engagez-vous là-dedans avec toute l'énergie que vous avez. Je vais vous dire une chose en ce qui concerne les études et les formations et les qualifications. Ce qui est essentiel pour un homme, ce n'est pas tant les diplômes qu'il a obtenus, c'est la manière dont il les a obtenus. Quelqu'un qui, avec tous les aléas, les difficultés, qui a fait preuve d'un engagement, d'un effort soutenu, est un homme qui a déjà commencé à préparer dans son sein, à se préparer pour les efforts de demain. C'est un homme qui est en train de se forger une capacité pour demain. Et ce qui fait souvent la différence, c'est quoi? Un gars qui a peut-être la facilité dans les classes et qui obtient 15 de moyenne tout le temps, il vient, il passe ses examens faciles. Moi, je vous dis que ce gars-là est moins préparé qu'un gars qui est toujours à la fleur de peau de 9, 10, 11, mais qui fait l'effort malgré toutes les difficultés. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que ce gars-là est en train de développer ce qu'on appelle l'effort vrai, l'abnégation. Ça veut dire que ce gars-là est en train de se préparer à affronter les vraies difficultés de la vie. C'est un gars qui ne lâche pas. Parce que les vraies épreuves vont arriver le jour où ils seront confrontés aux difficultés de la vie. Vous serez étonné souvent de voir que celui-là qui était toujours premier en classe, comment se fait-il qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans le monde du travail ou ainsi de suite. C'est parce que ce gars-là n'a jamais été confronté à la difficulté. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, même si les études ici sont difficiles n'importe comment, même si vous passez avec juste la moyenne, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que vous avez tout donné? C'est ça qui fait la différence entre les hommes là dehors. Parce que même vos études là, ça ne servira à rien. Ou ça ne servira que bindi dans la réussite de votre vie. Les études qu'on fait ici en Bain comptent pour 25% de notre insertion sociale. Parce que souvent même, quand tu finis, tu dis que tu as le diplôme. Est-ce qu'on te demande si tu étais premier en classe? On ne demande même plus si tu étais premier en classe tout le temps. Les gars, ils regardent ton parcours, ils ont une idée, ils commencent à t'interroger, ils sentent si tu es un gars, et ils commencent à te donner, à voir ton profil. Parce que de toutes les façons, les gens qui au début de ta carrière, qui t'emploient là, c'est les gens qui vont vouloir t'utiliser, utiliser ta force de travail contre de l'argent pour que tu ailles faire grandir ton foyer. Et ils ne s'occupent pas de ce que tu fais avec l'argent qu'ils te donnent. Donc, toi-même là, tout ce que tu veux, c'est dire, ok, je veux faire ce métier. Qu'est-ce qu'il me faut pour aller dans ce métier? Est-ce que je suis capable d'obtenir ce grade-là, cette qualification-là, puisqu'on l'exige, puisque c'est devenu, dans l'environnement où je veux évoluer, une nécessité, une condition sine qua non. À ce moment-là, je me bats pour avoir ce papier-là. Une fois que j'ai ce papier-là, je vais donc me présenter. Et moi, je vous dis que la façon dont vous vous qualifiez à toute épreuve, la façon dont vous préparez avec sérieux, parce que vous êtes tenté, est-ce que je vais aller en BT, je vais aller ici. Moi, je suis toujours de dire à mes enfants, les gars, le temps que vous passez en BT aujourd'hui, à l'heure où il faut étudier là, vous le payerez 5 fois plus cher dans l'avenir. Celui qui règle le problème au moment où le problème est présenté, le règle à un coût moindre. Parce que le Seigneur qui est avec vous là, s'arrange toujours pour que quand l'épreuve se présente devant vous, il fait tout pour que ce soit dans votre capacité. Et c'est quand vous rejetez et que vous fuyez cette épreuve-là,
Une épreuve que vous pouvez même pas, à laquelle vous ne pouvez même pas vous soustraire. Vous le rencontrez devant, vous avez perdu beaucoup de vos capacités pour le résoudre. Parce que les épreuves ne se présentent plus de la même façon. Et d'autres difficultés se sont ajoutées à votre vie. Donc, quand vous êtes encore étudiant là, toutes les épreuves là, ne laissez rien tomber, abattez-les. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez la force qu'il faut pour abattre ces épreuves-là. Même si demain vous êtes plus intelligent, vous n'aurez plus la force pour abattre ces épreuves-là. Moi, je suis sûr aujourd'hui que j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai même fait les trucs de thèse. Mais si tu me remets sur le banc de classe, là, je crois que je peux encore aller faire concurrence avec les jeunes mouna là. Non. Moi, j'ai déjà la tête qui est déjà un autre genre là. Donc, je n'aurais plus la compétence. Même si je connais beaucoup plus de choses que je n'aurais pas la force de bosser, de prendre le train, comme on disait dans notre temps là, toute la nuit, pour dire que je suis en train de bosser un cours par cœur, pour aller réciter ça le lendemain au prof. Le fait qu'on vous oblige à apprendre le cours par cœur pour aller rester là, c'est pas tant. Tout le monde sait qu'après, tu vas oublier tout ce cours-là. Mais c'est l'effort que tu mets derrière ça qui fait de toi quelqu'un qui te forge, qui te prépare demain. Et plus vous avancez, plus les difficultés sont différentes, mais plus difficiles. Elles augmentent. Ne vous leurrez pas. Il y a des gens qui croient que quand ils ont un tel diplôme, mais c'est fini là, Non. Les difficultés changent de forme, mais sont plus difficiles. Donc, 23 ans, en montant là, qualification, tout ça là, je donne jusqu'à 26 ans maximum pour que vous soyez prêts. Vous devez être déjà dans le monde du travail. Ceux qui ne sont pas encore, ils sont en retard. Mais ça ne veut pas dire que c'est perdu. Donc, faites votre effort. Bon, ceux qui sont passés par Kumba, ne vous leurrez pas. Ce n'est pas une question d'âge exactement, je vous donne des repères. Ensuite, l'intégration. Moi, une fois que tu as fini avec tes diplômes, il faut apprendre aussi à t'intégrer. Social, le standing, la façon dont tu t'habilles, faire des stages, se faire des amis. Je vais vous expliquer un truc là. Sachez que vous êtes des étrangers dans une communauté des Watts. Et en fait de compte, vous avez intérêt à avoir des amis chez les Watts et des amis dans votre communauté. Les amis chez les Watts vont vous faciliter l'intégration dans leur pays. Donc, ayez des amis sincères et une amitié sincère chez les Watts. Ça peut être les amis filles comme les amis garçons. Les Watts sont très évolués par rapport à ça et ils comprennent bien ça. D'accord? Donc, même si c'est pas facile, faites-vous des amis pendant votre truc scolaire. Investissez là-dedans. Il y a des Kengais qui ne comprennent pas. Ils disent qu'il faut mettre les Watts d'un côté et se mettre d'un côté. Non. Vous pouvez avoir votre vie avec votre communauté. Il faut toujours se débrouiller à avoir. Et avoir votre vie avec les Watts. Une vie dans laquelle vous investissez comment? S'ils font les anniversaires, ils vous appellent. Allez-y. Mais à mon avis, là, n'allez pas là-bas planter, verser le lait, genre que vous allez même mettre l'enfant et puis poumin. Non. Sachez qu'est-ce que vous voulez. C'est l'amitié. Et les Watts comprennent ça. Et les Watts aiment les gens qui sont clairs dans leur objectif. Quand le Watt t'apprécie, il t'ouvre les portes. D'ailleurs, même si ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça, vous-même vous le savez. Quand les Watts vous adoptent chez eux, les portes vous sont ouvertes à gauche et à droite. Donc c'est facile même pour le boulot, même pour les trucs. Moi, je sais que, moi, la façon dont j'ai cherché mes stages quand j'étais ici, là, quand j'étais encore étudiant dans les écoles, je me présentais jamais ça. Je cherchais toujours les annonces où on veut 2 personnes. Donc, je vais faire un comme du Watt. Je dis que allons pour notre dossier sur le truc là. Il dit non, j'ai un autre truc. Je dis que ah non, c'est pas grave, viens, on va être ensemble. Je lui vends le projet, je fais tout. Parce que je sais que si on a 2, on va se présenter à 2 là. On va pas le prendre et me laisser. Donc c'est un avantage. Et le fait que je sois avec lui, ça me facilite des choses. Ensuite, donc, à l'âge de 30 ans, il faut que vous ayez déjà confirmé donc
votre emploi, votre style de vie, vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez faire, vous avez déjà des idées, c'est comment votre maison va être, votre plan de logement, d'achat de maison, d'hypothèque, ainsi de suite. Tout ça là, ça a trottiné dans la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes le boss. Ça ne veut pas dire que votre épouse n'a pas pensé à ça, mais c'est avec l'intégration de son idée que vous allez faire tout ça là. Donc, j'étais en train de regarder le temps là, hein, parce que on me dit de ne pas faire de longues vidéos. Mais vous voulez enseigner quoi aux enfants avec les cours vidéo? En tout cas, maintenant que je vous ai présenté globalement la partie inception, imagination, comment on aborde, on amorce les choses là. Hein? Donc, vous voyez que le gars qui sera le futur boss du foyer, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de ça avec les filles? Parce que ce n'est pas ça leur responsabilité. Elles vont vous accompagner. Une vie, un foyer là, il y a un boss. Et c'est le môme qui est le boss. Vous devez savoir ça. Sachez que l'anga va essayer d'être boss aussi de temps en temps là. Ne laissez jamais ça faire. Et que l'anga va vous choisir parce que aussi, vous montrez que vous avez déjà un plan de route clair et net. Ok? Donc, un gars qui n'a pas de plan de route, pourquoi vous voulez que l'anga les regarde? Moi, je n'ai pas parlé de beauté ou de quoi que ce soit. Bon, je veux dire seulement 2 mots dessus. Soyez propre, c'est tout. Le gars est toujours beau de toutes les façons. La beauté du gars vient de son intelligence, de son ambition, de sa capacité. Le lion, c'est ça. On me dit qu'il y a les panthères dehors, le lion va apprivoiser ça. Maintenant, on verra comment choisir son épouse peut-être en 4e partie. Maintenant, tu es le boss, tu vas préparer ton foyer. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes là dehors qui préparent leur foyer? Je vais vous dire une chose là. À partir de 25-26 ans là, il s'amorce en vous des questions. Comment seront mes enfants? Quand est-ce que je dois avoir des enfants? Je veux des garçons, je veux des filles. Est-ce que je veux pouvoir courir avec eux très jeunes? Qu'est-ce que je veux faire avec eux? Ainsi de suite. Je vais vous dire un truc aussi que vous devez savoir. Quand vous arrivez ici, vous vous rendez compte comment les Watts consacrent beaucoup de temps à leurs enfants. Ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir copier, que c'est des choses que vous devez aussi vous inspirer de ça, pour savoir que l'éducation de vos enfants, surtout ici en Bain, ça prend votre présence. Et une présence complète. Nous, on n'a pas eu toujours l'occasion d'avoir nos parents disponibles. Pourquoi? Parce que à notre temps, les parents étaient pris par beaucoup d'autres choses dehors. D'ailleurs, à mon temps, le père, il voyait que son travail, c'était aller bosser, rapporter l'argent. La maman aussi, dès qu'elle trouvait qu'elle bossait, elle n'avait plus le temps à la maison. Tout ce qu'il faisait, c'est que quand il rentrait le soir, 17h, 18h, et que la barrière était fermée et que tu ne veux pas rentrer, c'est la chicotte. On ne va même pas savoir pourquoi tu es rentré en retard. Donc, comprenez que quand tu allais même jouer au foot, tu revenais sale là, on ne veut pas savoir, on te fouette. Ici en Bain, c'est différent. Il faut que votre enfant ait une vie de famille pleine. Ce n'est plus seulement l'école. Il n'y a qu'en Europe là que l'école est restée comme une concurrence fire. C'est-à-dire que l'enfant doit aller à l'école à 2 ans maintenant. Ça me fait rigoler. Parce qu'ici au Canada, je suis arrivé au Canada, une année, en 2000, là, on a décidé qu'on déménageait de la France pour le Canada. Et on avait des enfants, nos enfants, ils avaient quel âge là? 10 ans et 6 ans par là. Quand on est arrivé au Canada, on a connu une autre expérience de vie pour élever les enfants. Ici là, les Américains et les Canadiens disent, soyez pas pressés pour envoyer les enfants à l'école ou leur faire genre c'est la course. Non. Pour eux, l'enfant doit vivre son enfance. L'enfant doit avoir une vie équilibrée. Ça veut dire dès l'école, progressivement, beaucoup de jeux en présence de leurs parents, partager ce temps ensemble. Donc, nos enfants, comme ils aimaient beaucoup le football, le soccer, on les a inscrits dans les
clubs, on les a accompagnés dans leurs compétitions, on était là pour les encourager pendant les matchs. Et c'est là où il y a comme un échange et vous avez l'occasion de partager ces instants, de leur communiquer d'autres choses et compléter leur éducation. C'est vrai que avec toute notre culture là, au stade, nous les Blacks, on a des comportements différents. Hein. On est derrière l'enfant, là, on crie, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tire, qu'est-ce que tu... Ah, mince! On est fâché, on crie sur l'enfant. Et puis le coach vient te voir et te dit que, mais laisse l'enfant jouer, tout ça. Et puis toi, tu regardes le coach, tu dis que c'est faux entraîneur, là. Qu'est-ce qu'il faut avec mon enfant? Il lui apprend pas les bons things, tout ça, là. Mais bon, ça, c'est la vie. Avec le temps, on a appris à être patient, à attendre, tout ça, là. Et puis, par derrière, on voit si on peut lui montrer quelques touches de Namba plus là, parce que quand tu veux que ton gars score au moins 4 buts de sortir, mais en réalité, rien qu'en participant à ça, on voit que c'est pas ça qui est l'essentiel, c'est le fait que lui, il s'amuse, qu'il fasse plaisir, qu'il est fier, que ses parents soient là pour le soutenir. Ça fait que vous avez une fille de famille. Et vers la fin, on s'est aperçu d'une chose, nous, on était au départ embêtés parce qu'on nous demandait de cotiser des sommes énormes de plus en plus pour garder les enfants dans les clubs, tout ça là. Et on voyait que les Watts payaient ça très rapidement et ça nous énervait parce qu'on voulait faire front pour dire qu'il faut diminuer les coûts, ainsi de suite. Qu'en réalité, c'est les joueurs qu'il fallait payer, tout ça là. Mais les Watts, ils nous ont expliqué une chose qui paraissait très bien sensée. Ils nous disaient toujours, oui, vous pouvez discuter parce que vos enfants peut-être jouent mieux au soccer, mais nous là, nous on sait que si notre enfant se décourage et ne va plus au soccer, c'est ceux qui vont être récupérés par les vendeurs de drogue. Surtout quand ils atteignent l'âge de 16 ans, 17 ans. Ils vont commencer à tourner au quartier, après les classes, ils vont s'ennuyer. Et c'est là où les gars qui dealent la drogue là vont garer. Au lieu qu'ils soient dans les stades en train de jouer, de s'épanouir à travers le sport, ils seront dans le quartier. Et c'est pour ça que vous voyez en France, là, ils sont dans les ghettos, ils s'ennuient à mourir. Et d'ailleurs, même un conseil que Waman vous disait souvent, là, au lieu de laisser vos enfants dans les communautés de ghettos, là, tout ça, là, tracez dans les zones plus éloignées où il y a que des familles autochtones locales. Parce que là-bas, c'est plus pur, on repère plus facilement les mauvaises graines qui passent. Et vos enfants seront épargnés. Et vous pourrez partager la vie communautaire même de ces gens-là. Et quand vous n'êtes même pas là, les autres parents pourront s'occuper même des vôtres. Parce que eux aussi, dans les zones éloignées, ils ont encore cet esprit de bon voisinage, de responsabilité, ainsi de suite. Donc, en passant, je vais vous parler de cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre un homme qui crée un foyer et un autre dans les jours qui viennent? C'est d'abord le choix des armures de valeur. Moi, je reviens là-dessus. Un homme qui n'a pas l'armure de valeur ne va pas créer quelque chose de tangible. L'armure de valeur va empêcher que tu ailles tomber dans les pièges d'un gars alors que tu viens de créer ton foyer ou que tu es en train de le créer. Va t'éviter les pièges contre les panthères là dehors. Il y a le travail, l'engagement et l'effort que tu as toujours, que tu as bâti et qui fait ta solidité. C'est-à-dire un homme qui a le courage d'aller, quand il voit un travail qui va être même dur, il y va. L'humilité, tout ça là, qui fait que même si tu es diplômé de quoi là, tu es prêt à aller travailler dans l'usine pour nourrir ta famille. Il y a l'honnêteté aussi. Quand vous êtes dans un environnement là, n'appréciez pas seulement pour dire que ah, le blanc, il a construit son pays là. Pensez que vous devez vous-même aussi, si vous travaillez, payer vos impôts, payer vos taxes pour contribuer. Alors, les gars disent souvent que oui, on vient chez le blanc, mais on va rentrer chez nous. Oui, ça n'empêche pas que vous devez vivre chez le blanc, chez le Watt, comme si vous étiez chez vous d'abord. Si vous n'êtes pas capable de vivre chez le Watt comme si vous étiez chez vous là, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est parce que nous, on n'est pas habitués à manipuler les dos là, que je vois les gens font des prévisions. Ah, je n'ai pas acheté ma maison parce que, tu sais, quand tu achètes une maison ici là,
Ouais, c'est comme si tu voulais jamais rentrer. Quoi? N'importe quoi. Déjà, première règle que je vais vous dire là, un homme là doit déjà se poser la question, comment je fais pour ne pas payer les loyers, ou que si je paye un loyer, que ça me revienne parce que je suis propriétaire de la maison le plus tôt possible. Ça, c'est la première règle du foyer. Il faut que vous soyez dans votre maison. Et que vos enfants sachent qu'ils sont chez eux. C'est le début de leur fierté, de dire oui, on n'est pas là en train de verser l'argent ailleurs ou gaspiller l'argent. Un autre aspect aussi, pour préparer son foyer, c'est d'apprendre tout ce qui est prière et retraite. Je vais vous dire une chose là. C'est vrai que je vais arrêter la vidéo bientôt, mais je vais finir cette première partie de la vidéo par cet aspect-là. Oui les gars, prière et retraite. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la première arme pour un homme qui veut bâtir un foyer solide. Pourquoi cela? Parce que les problèmes que vous allez rencontrer dehors dans votre vie, là, surtout quand vous allez être dans la vie active, là, vous allez voir que c'est des problèmes monstres qui dépassent ce que vous connaissiez quand vous étiez plus jeune. Le Seigneur met devant vous que des épreuves que vous pouvez affronter. Mais ces épreuves-là, au fur et à mesure que vous grandissez, sont plus grandes, plus difficiles. La prière, pourquoi la prière? Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Quand ça dépasse la dimension matérielle, sont d'ordre de la prière. Il n'y a que le Seigneur pour venir vous sortir là-dedans. Ce sont des problèmes de malédiction, de démons ou de comportements que vous avez, qui apparaissent dans votre famille parce que Satan est venu injecter ça dans votre famille à travers d'autres personnes, bien sûr. Et souvent, c'est des problèmes que vous ne pouvez résoudre qu'en mettant les genoux à terre. La prière aussi, l'avantage de la prière, c'est quoi? C'est que quand vous faites régulièrement la prière, rien qu'en demandant au Seigneur de vous éclairer pour le lendemain, et en le remerciant déjà pour la journée que votre famille a traversée, ça vous apporte une capacité que beaucoup de gens qui vivent là de manière irréfléchie là ne connaissent pas. L'homme, le boss de la famille doit avoir son lieu secret où il prend sa retraite pour évaluer l'avancement de son projet familial. Régulièrement. Régulièrement. Il doit, quand il va dans sa retraite là, c'est à ce moment-là qu'il fait le bilan. Il fait le bilan pour savoir exactement où il en est. Et quand il n'arrive pas à vraiment évaluer sa situation, il demande au Seigneur, aide-moi à comprendre où j'en suis et comment je dois évoluer. C'est à ces moments-là que vraiment les idées créatrices lui arrivent. Que le Seigneur lui dit exactement, lui montre ce qu'il a prévu pour lui. Comment il peut y accéder. Parce que tout ce que le Seigneur avait prévu pour nous, Jésus a gagné, mais c'est encore dans le monde spirituel. Il faut que nous-mêmes, on ouvre les pistes d'atterrissage pour que ces bienfaits-là tombent sur nous. Et beaucoup de gens ignorent ça. Ils croient qu'il faut rester comme ça. Non, faites des prières pour que ça arrive. C'est la prière qui va faire que les choses qui vous sont destinées atterrissent dans votre cours et non soient versées comme ça à la pâture et le dévoreur va venir récupérer cela. Je vous le dis parce que vous êtes mes frères. Ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Ils croient que la vie, là, c'est marcher dehors, là, kounia. Non. Non. Sachez que si vous réussissez dehors, là, en marchant kounia, c'est que votre vie était une vie 20 fois, 100 fois, 1000 fois plus prospère. Oui, je vous le confirme. Donc, votre vie, une vie de recueillement. Le recueillement, c'est quoi aussi? C'est quand vous vous recueillez là, déjà, vous faites le vide autour de vous. Et puis, du coup, votre esprit est plus calme. Et les problèmes essentiels vous apparaissent plus nets. C'est l'occasion pour vous de faire le bilan de votre situation. Si vous le faites une fois par semaine, ensuite une fois par mois, une fois par année, pour évaluer globalement
où vous en êtes, vous allez voir que vous avez mis en place un mécanisme qui vous permet à chaque fois de faire correctement ou d'une certaine façon vos prévisions et votre bilan et ajuster le tir. Et ajuster le tir. De ne pas laisser Satan imprégner les mauvaises choses dans ta famille assez longtemps pour qu'elles se figent dans votre famille. Oui, parce que à force de voir, au début vous êtes au courant, vous voyez les signes, hein? C'est comme ça Adam a fait pour trahir. Quand le serpent venait parler à sa femme, vous croyez qu'il était de loin? Il était sur une autre branche, il entendait tout ce que le serpent racontait à sa femme. Tout ce que le serpent racontait à Ève. C'était à lui de prendre la décision. S'il avait dit, pris son autorité et dit au serpent, dégage de là, t'as pas le droit de parler à ma femme, ce serait arrêté là. Mais lui-même, il est resté tranquille, il écoutait. Il faisait ses plans. Il était intéressé par ça. Donc, ne croyez pas que ce soit Ève qui a trahi. Hein. C'est Adam qui a accepté la proposition du serpent. Oui, c'est ça la vérité. Vous, l'homme, vous êtes le boss dans votre maison. Si votre femme fait des bêtises chez vous, ne croyez pas que ce soit elle la responsable. Quand Dieu est venu, il a demandé à Ève qu'est-ce qu'elle avait fait. Il a demandé à Adam, non? C'est lui le responsable. C'est votre cas. Donc, dans votre recueillement là, essayez d'évaluer qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça, on gère son foyer. Donc, quand je vous parlerai dans la suite de comment choisir son épouse, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez en communion. Parce que c'est l'homme et la femme qui vont vivre ensemble et aller à la retraite ensemble, se soutenir jusqu'au dernier jour. Donc ne faites pas l'erreur de croire que un jour la femme va aller avec les enfants ou ceci là. Non, ça c'est le choix des gens qui dans leur tête ont déjà échoué dans la construction de leur foyer. Perso là, quand si ma femme vient me dire oui, je veux qu'on se sépare, moi je dis c'est moi qui t'ai épousé. Le jour où on va se séparer, c'est moi qui vais décider. C'est pas toi qui viens me proposer ça là. Donc, c'est vous qui êtes le garant de la stabilité de votre foyer. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quel est l'objectif de Satan par rapport à votre foyer. Satan, parce qu'il sait que c'est toi l'homme, le boss, parce qu'il sait que c'est toi qui détiens les semences, il veut te tuer, toi le mbom, et laisser ta femme dans la souffrance, la douleur et la miséricorde. Ta femme va traîner maintenant toute seule, souffrir tout ce qu'on veut, et après on ne pourra pas faire grand-chose pour elle. Il sait que ta femme ne sera pas capable d'élever ton fils comme toi tu l'aurais fait. Parce que ta femme ne peut pas lui apprendre certaines choses. Impossible. Il sait que c'est toi la semence. S'il te tue, c'est toute une génération qui disparaît. Il n'y a pas besoin de tuer la femme. La femme n'a aucune semence. La femme va seulement permettre à ta semence de produire. Elle est le réceptacle. Elle n'a aucune semence. Donc, la généalogie, c'est toi l'homme qui le porte. Et te tuer, c'est le dessein du Satan. Tu dois le savoir. Il n'ignore pas ça. Oui, c'est la pure vérité. Tu es la cible. Et ta femme sera la victime de ta mort. Donc, c'est toi qui dois mener le combat. Pour t'atteindre, il va séduire, essayer de séduire ta femme. Essayer de lui mettre des choses dans la tête. Pourquoi? Parce que ta femme est de nature faible. Oui. Donc, pour régler ça là, ce n'est pas en tapant ta femme ou en l'engueulant, tout ça là. Il ne faut pas que tu joues le jeu de Satan. Il faut que tu sois averti que
Souvent, les insultes que tu vas entendre sortir de la bouche de ta femme là, c'est pas ta femme qui te parle. C'est Satan qui est en train de te provoquer. C'est Satan qui est en train de vouloir te mettre à la porte de ton foyer. Et en plus, comme on est dans le pays des watts ici là, Satan s'est arrangé pour que les règles soient que facilement l'homme soit décroché de la maison. Pour que maintenant, elle reste là, à courir avec les enfants, à gauche, à droite. Croyez-vous qu'une femme peut élever un fils réellement? Moi, je vous dis, hein, à 10 ans, 12 ans, mes enfants étaient déjà plus futés que leur aîné. Hein. Je voyais comment ils essayaient de la jongler. Et elle était là, elle croyait qu'il y avait quelque chose, mais Mbom était beaucoup plus malin. C'est quand j'apparaissais là qu'il changeait de corde musicale. Parce qu'on se comprenait. Ça, c'était mon dernier mot. La deuxième phase, à la semaine prochaine. Je vous salue Tej, je salue Waman, je salue tout le monde là. J'ai pas de dédicace particulier. Sinon que j'ai vu les dernières vidéos, Rigo, Papa Canada, tout ça là. Papa Canada, je vais te tirer les oreilles parce que moi, ton dernière vidéo là, même si je pense pas que tu sois trop fier de ça là. C'est pas parce que les gars te publicitent là. Moi, je veux que tu changes de corde musicale. Parce que tu as toi-même, tu es futur chef de foyer là. Donc, c'est pas parce qu'on est au terre. On se comprend. J'ai dit, moi je vais te tirer les oreilles. Papa Canada. À bientôt.